Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ici au Cube en direct pour ce 11e Rendez-vous du futur. Cette émission interactive est diffusée en direct, donc grâce aux moyens, aux talents conjugués de la JD Carré, du Cube, de Triple C et d'un air de chat. Ce rendez-vous est live tweeté par Fabien sur le hashtag Rendez-vous du futur, Rendez-vous futur même, je m'y perds. La règle du jeu en 2012 sera toujours la même qu'en 2011 et qu'en 2010, elle est simple. Durant 1 heure, nous dialoguerons avec nos invités. Un dialogue qui sera animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et Salomé Kinner, responsable éditorial de la librairie en ligne nabu.com. Moi, comme en 2011 et comme en 2010, je suis toujours Éloi Choplin de l'agence Triple C et je suis le passeur de vos questions, car comme à chaque fois, cette émission se construit avec vos contributions, vos participations. À tout moment, vous aurez la parole, ici dans le public au Cube, et chez vous, derrière votre écran, sur le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à interagir avec nos invités. Vous êtes très nombreux à suivre chaque émission et je tenais à vous remercier. Et c'est parti pour 2012. Alors après Joël Deroné, notre parrain, Claudia Ignoré, Jacques Attali, Bernard Werber, Françoise Keuten, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Didier Van Covelart, Odile Deck et Gilles Clément, nous poursuivons notre exploration des futurs avec des vigies de notre époque. Et ce sont aujourd'hui deux personnalités bien de notre temps, bien de notre époque, qui ont accepté notre invitation. Daniel Kaplan, Bruno Marsloff. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation au dialogue. Mais laissez-moi vous présenter rapidement en quelques mots. Daniel Kaplan, vous êtes délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING. Vous êtes un pionnier de l'Internet en quelque sorte. Vous avez fait beaucoup pour propager le web et ses valeurs en France et un peu partout dans le monde. Vous conseillez des grands groupes, des administrations dans leur approche du numérique, leur stratégie, leur approche. Vos terrains de prédilection sont évidemment très proches des thèmes que nous abordons ici au Cube, à savoir le futur, la mobilité, la ville de demain, la société numérique, la confiance, le vivre ensemble. Bruno Marsloff, vous êtes sociologue, spécialiste des transports et de la mobilité. J'ai envie de dire que vous passez votre vie à défricher des nouvelles tendances, des enjeux de demain, des usages innovants dans la ville, des nouvelles manières de se déplacer. Vous êtes le directeur du groupe Chronos, qui est un observatoire des mobilités et qui réfléchit activement à la ville 2.0. Alors messieurs, vous vous connaissez particulièrement, puisque vous êtes notamment les co-auteurs d'un ouvrage paru en 2010 pour une mobilité plus libre et plus durable aux éditions FIP. Merci encore d'avoir accepté cette invitation ici pour cette émission en direct au Cube. Et je vous laisse avec Nils pour la première question. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Daniel Kaplan et Bruno Marsloff d'être avec nous. C'est un grand plaisir de nous avoir au Cube. Alors il y a quelques jours, le Monde.fr a parlé d'un document sorti des archives américaines, je ne sais pas si vous avez vu ça, donc au sujet qui parle de prédictions faites en 1900 par John Watkins, un ingénieur américain qui, après avoir consulté tout un tas de scientifiques, d'experts en 1900, avait sorti 19 prédictions pour l'an 2000, dont une dizaine se sont réalisées. Alors il avait notamment prévu la télévision, le téléphone mobile ou encore le train à grande vitesse. On y reviendra. Alors la BBC a invité ses internautes à réagir à ce document et à imaginer à leur tour le monde en 2112. Puis elle a établi un top 10 de leurs prédictions. Je ne vais pas vous les citer parce que en fait, je voudrais justement avoir un petit peu, vous demander à vous quelle vision ou quelle image vous vient spontanément quand vous imaginez le monde dans 100 ans. Alors, Daniel Kaplan. C'est un piège. Alors, en tout cas... ça peut être juste une image. Hein. Bien sûr. Alors, moi, s'il y avait juste une image, c'est celle du désordre. Et quand je dis ça, c'est au fond parce que assez fréquemment, quand on essaye de raconter un récit du futur, on va très vite essayer de l'ordonner, c'est d'en faire un récit relativement cohérent et montrer une société qui est comme ci et comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant besoin de fonder nos récits du futur sur la technique. C'est quelque part un petit peu plus, ça paraît en tout cas quelque part un petit peu plus solide que le social par exemple, là où les gens ils font quand même jamais comme on a prévu. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'une bonne partie de l'anticipation, de la littérature d'anticipation est aussi rétrograde quant au modèle politique qu'elle va décrire. Elle aime bien décrire des modèles impériaux, des modèles féodaux, etc. Ça, on connaît bien encore. Et puis parce que là-dedans, le pouvoir n'est pas très compliqué. Donc, j'ai plutôt envie d'insister sur le désordre et du coup sur le besoin, quand on parle, y compris de technologies numériques, de technologies qui sont là pour accompagner des sociétés qui sont fondamentalement et heureusement désordonnées. Très bien. Bruno.
Ça peut Je ne être suis juste pas une sûr image, de- hein, une fois de plus. Hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir sortir ma boule de cristal là-dessus. Je souscris aussi très largement à cette analyse du désordre. En tout cas, d'une certaine forme de modernité dans laquelle nous sommes depuis l'ère industrielle, depuis Jules Verne qui nous a envoyés sur la Lune, qui nous a fait passer des notions de vitesse, de progrès, etc. Et en fait, on ne peut pas ne pas être hanté par une vision de la ville, parce que cette ville, c'est sans doute le phénomène le plus impressionnant aujourd'hui. 2% de la population, il y a 2 siècles, habitait les villes. Aujourd'hui, on a appris hier que la Chine, il y avait plus d'habitants dans les villes que d'habitants dans les campagnes, donc a très vite rattrapé un niveau mondial. Et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où est-ce que va aller cette urbanisation et comment est-ce qu'elle va s'organiser. Elle sera de toute façon forcément dans une certaine forme de chaos. D'accord, alors on va revenir sur ces questions tout à l'heure de l'urbanisation. Juste avant, je voudrais vous demander par rapport à votre métier, à chacun, le groupe Chronos et la FING sont 2 think tanks qui fourmillent d'idées, de projets de toute nature. Moi, j'ai une première question qui est de savoir comment en fait vous choisissez les thèmes de vos travaux. Est-ce que ce sont vos membres, l'émanation de la demande de vos membres? Je rappelle que la FING, par exemple, en a 260, le groupe Chronos en a beaucoup aussi. Est-ce que ce sont vos membres qui disent, bah voilà, nous, il y a des tendances, on aimerait bien que vous nous aidiez à les explorer? Ou est-ce que c'est vous, au contraire, qui êtes obligé d'être dans une politique d'offre, si je puis dire, d'anticipation, parce que précisément, il faut bien que quelqu'un s'y colle et entraîne les autres? C'est forcément un mélange. Depuis 2 ans, on a justement, on va dire que pendant très longtemps, c'était quand même la FING qui, en écoutant, en travaillant avec les gens, en vivant dans le même monde que tout le monde, proposait des sujets et essayait quelque part de les faire adopter. Depuis 2 ans, on a décidé d'ouvrir ce processus-là, c'est-à-dire de concevoir l'identification de ce qu'on appelle aujourd'hui les questions numériques, les questions qu'on ne peut pas continuer d'ignorer pour les années à venir, qu'il va falloir traiter, de concevoir ça comme un processus collectif. Et donc on organise ça tout au long de l'année. Ça publie, il est présenté le 15 février, là, il vient de sortir, je l'ai reçu hier, un cahier d'enjeux dans lequel on va proposer un certain nombre de... L'année dernière, c'était des tensions, donc des lieux dans lesquels ça va vibrer, ça va changer sans doute, mais on ne sait pas forcément comment. Cette année, c'est des propositions de rupture, des scénarios, des endroits où pourraient se produire des discontinuités. On en produit beaucoup et on invite les gens à choisir ce qui les intéresse le plus et à les travailler. Et donc voilà, aujourd'hui, on propose quand même, mais on propose trop de manière à ce que justement, à permettre à des résonances de s'établir ou de ne pas s'établir, et quelque part, sur cette base-là, nous, on va fonder un peu nos choix. Et comment vous faites le choix des formes que vous donnez à ces processus? Parce que ça peut être un ouvrage, ça peut être ce que vous appelez, j'avais noté, je ne l'ai plus, mais il y avait un programme que vous avez récemment ouvert avec un nom très original, ça peut être des projets de recherche collaborative. Comment vous décidez que telle thématique va plutôt, on va mieux y répondre avec tel type de format? En gros, pour nous, il y a 3 champs. Il y a le champ de l'identification des questions importantes et légitimes. Donc ça, c'est ce format qu'on appelle question numérique. Et où vraiment, ce qui nous paraît important quand on va essayer d'identifier, c'est d'abord de faire travailler ensemble des gens très différents, des gens qui viennent du numérique, des gens qui n'en viennent pas, des grands, des petits, des chercheurs, des acteurs, du public, du privé. Et en se disant, s'ils arrivent à la fin à poser et à informer une question, une rupture, selon les mêmes mots. Et si en plus c'est suffisamment riche pour que on puisse non pas identifier un camp du bien, un camp du mal, une certitude, etc., mais justement une richesse d'incertitude, alors c'est qu'on a bien fait le boulot. Par exemple, dans nos scénarios de rupture, on voulait absolument qu'on puisse argumenter de manière presque aussi convaincante sur le fait que cette rupture est souhaitable ou qu'elle ne l'est pas.
Et si ce n'était pas le cas, c'était quelque part, on était encore dans un truc un peu, bon, le classique des gens du numérique qui sont toujours un peu prophétiques, ça va se passer comme ça, ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont rien compris, c'est des vieux et tout ça. Bon, nous on a envie de quelque chose d'un petit peu plus riche. Et puis ensuite, il va falloir aller creuser. Alors peut-être le terme que vous cherchiez, c'était le terme d'expédition. Voilà. L'idée, c'est d'emmener un certain nombre de gens pour défricher vraiment un sujet. On a travaillé sur la confiance, sur la monnaie, sur l'habitat. Actuellement, on va retravailler sur le thème de la ville et de l'innovation urbaine. Et l'idée, c'est qu'on va ensemble et on va essayer d'identifier des territoires d'innovation, d'où l'expédition. Voilà. On va chercher les sources du Nil et d'identifier des endroits dans lesquels il y a des besoins, il y a des problèmes, il y a des leviers, on peut faire bouger des choses. C'est encore des endroits relativement vastes, mais parfois, en fait, on s'aperçoit avec surprise qu'il n'y a pas tant de gens que ça dedans. Et là, on va essayer, en plus, de scénariser des manières d'aborder ces sujets-là. Donc, on a abordé, si je prends l'exemple de l'habitat, on s'est posé la question de l'habitat comme unité de production, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une des questions. On produit, pourquoi pas des végétaux, de l'énergie, on va partager des objets, éventuellement on va les partager à titre lucratif, on va partager du service, etc. Donc, comment on gère un habitat qui devient peut-être une unité de production dans laquelle plus de choses se partagent, et peut-être pas seulement des équipements, mais pourquoi pas des pièces. Voilà un exemple. Très bien, bon, on reviendra sur l'habitat tout à l'heure. Bruno, comment le groupe Chronos organise de la même manière ses travaux? Est-ce en réponse, pareil, ou est-ce que c'est un maillage subtil, un processus qui active du chaos? Nous, on s'est saisi d'une thématique il y a une quinzaine d'années qui est la mobilité. Et on avait l'intuition que énormément de choses allaient se passer autour de cette thématique de la mobilité. Que la mobilité ne pouvait pas se réduire simplement à du déplacement, du transport. Et en fait, très vite est arrivé à quelque chose qui s'est appelé le mobile. Et d'ailleurs, dans cette dérive sémantique qui désigne maintenant tout ce qu'on a dans nos poches, il y a quelque chose de fichtrement intéressant. On passe du transport à cet objet qu'on a tous sur nous. Et en tirant le fil de cette mobilité, on s'aperçoit que finalement, on soulève toute une série de problématiques. Et c'est ces problématiques que nous proposons à nos membres, à nos clients, à nos comparses, nos complices, de travailler ensemble. Et parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive à un certain moment à des points de conflit, à des points de difficulté. On voit comment la voiture qui a dominé pendant un siècle nos sociétés, tout d'un coup, trouve toutes ses limites. Et pourtant, elle a façonné le paysage, elle a façonné notre quotidien, et elle s'est rendue absolument incontournable. Comment peut-on aujourd'hui continuer à fonctionner avec la voiture? Autre thématique qu'on va traiter la semaine prochaine dans un colloque au Monde, et qui nous semble tout à fait intéressant par rapport à la mobilité, c'est le travail. Le travail façonne la mobilité. Elle régule les temporalités, et à partir de ça, c'est ce travail qui va quelque part dicter l'organisation de la cité. Et donc on prend des parallaxes différentes pour revenir sur cette problématique centrale d'une mobilité qui ne cesse d'étendre son périmètre. Donc bien évidemment qu'on est aussi en réponse à des interrogations. Bien sûr que les interlocuteurs en face de nous se posent des questions sur des stratégies, sur des évolutions. Et on voit aujourd'hui, si on reprend ces mêmes thématiques, on voit comment un constructeur automobile, tout d'un coup, est schizophrénique, parce qu'il est à la fois sur la production industrielle, et il est en même temps sur de la production servicielle, qui signifie qu'on va fabriquer moins de voitures, puisque quand ça va être du service, on va partager cette voiture. Donc, et là, on commence à vraiment réfléchir où va se situer l'innovation. Pour le travail, c'est la même chose. Comment peut-on être à la fois sur une logique du numérique, comme quand on s'appelle par exemple SFR, et puis décider qu'on va rassembler tous ces employés sur un seul site, à Saint-Denis, 8500 personnes, alors qu'on vend du mobile. Il y a là des choses absolument étonnantes. Donc nous, on se saisit de ces contradictions et puis on essaye de les faire avancer. Alors moi, je voudrais juste revenir, ma première question serait d'ordre plutôt étymologique. Vous venez d'évoquer la mobilité.
Or, aujourd'hui, c'est un terme qui est très largement utilisé dans la terminologie de la publicité, du marketing. Qu'est-ce que c'est la mobilité? Oh, il y a un diable. Non, mais c'est vrai. Je me suis beaucoup servi de cette dérive sémantique du mobile, qui est passé du qualificatif de bouger, de quelqu'un qui bouge, au substantif de cet objet ubiquitaire et dont on va se servir en permanence. Donc la mobilité, moi j'aurais envie de convoquer le terme d'agilité, plus que celui qui va renvoyer à de la distance, à de la vitesse, du déplacement. Je pense qu'il y a une certaine forme d'agilité, et cette agilité, elle va être à la fois dans le mode de vie, elle va être dans la capacité de jouer des différentes offres, et finalement, pour accéder à une ressource, je peux me déplacer à un magasin, je peux commander à distance, je peux commander à distance et puis prendre ma livraison, ça s'appelle le format Drive, et on voit qu'il y a là, tout d'un coup, toute une série d'offres différentes qui se proposent. Et là, il va falloir que, je les connaisse, et après ça, que je sois capable de les mobiliser. Donc, s'il y avait une définition, ou plutôt un équivalent, ce serait en effet celle de l'agilité. Il y a des porosités entre la mobilité géographique, la mobilité professionnelle, culturelle, affective. Est-ce que ça, c'est des champs qui sont autour et que vous regardez? Quand on a commencé à se saisir de cette problématique de la mobilité, en fait, nous sommes rentrés d'une manière assez étrange. On s'est posé la question de cette variable de la mobilité, et est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier les gens par rapport à de la mobilité, puisqu'on les qualifie bien par rapport à un sexe, par rapport à une localisation géographique, par rapport à des revenus, par rapport à toute une série de variables. Et est-ce qu'on pourrait imaginer une qualification sur la mobilité? Et en fait, on est très vite arrivé à une qualification par de la multimodalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la multimodalité? Dans le domaine du transport, c'est la capacité à jouer des différentes offres qui se proposent. Là, je vais prendre ma voiture, ou je vais prendre aujourd'hui plutôt le transport en commun, ou combiner les deux, ce qu'on va appeler alors ça de l'intermodalité. Mais là encore, on retrouve cette notion d'agilité. Et quand on a commencé à explorer ça, on s'est aperçu que les mêmes personnes qui avaient cette agilité dans la mobilisation des différents modes de transport étaient aussi les mêmes qui avaient l'agilité dans les façons de faire des achats, donc qui allaient jouer des différentes possibilités, ou dans les médias. C'était ceux qui étaient capables de jouer de toutes les ressources différentes médias. Peut-être de faire du covoiturage aussi, et du coup de rencontrer d'autres gens. Enfin, et là, ça, sur c'est le plan encore social, une autre notion. Ça, c'est encore une autre notion. On va rencontrer derrière d'autres formes d'urbanité, d'autres formes de sociabilité. Mais là, je reste sur cette notion de qualification de la mobilité. On est bien dans une agilité qui va jouer de multiples ressources. Avec quelque chose d'assez étrange, c'est qu'on est dans un paradoxe, c'est qu'on est sur une offre qui va être de plus en plus complexe, et que la fluidité de mon parcours, elle va jouer de cette complexité. Je vais, parce que j'habite en banlieue, prendre du train, et puis après ça, donc laisser ma voiture à la gare, poursuivre en train et terminer en Vélib. Donc c'est une espèce de combinatoire qui suppose qu'on domine la complexité. Donc on est là aujourd'hui sur cet jeu entre complexité et fluidité. Daniel, une réaction? En complément peut-être, d'abord il faut quand même parfois distinguer un langage qui va représenter, ou des mots qui vont représenter les pratiques des gens, et puis un langage d'offreur. Et bien souvent, la mobilité, en particulier pour la communication, ce n'est pas la mobilité dont il est question, c'est l'omniprésence. Ça peut être le multicanal, ça peut être aussi je ne vous lâche pas. Et donc, ça veut être je vais essayer de les chercher, y compris sur le mobile, parce que c'est le truc qu'ils ont tout le temps sur eux. Et donc, y compris évidemment, du coup, quand ils ne sont pas mobiles, ce qui est une bonne partie du temps. Hein, quand même, le mobile est très largement utilisé dans des situations où on ne bouge pas, qui sont plutôt majoritaires en temps. Pardon ? Les transports, par exemple. Non, surtout à la maison.
au travail, quand on est arrêté au café, quand on est en réunion quelque part, etc. Non, c'est à ces moments-là qu'il est énormément utilisé. Et donc, on n'est pas du tout là dans des questions de mobilité du point de vue des offreurs, on est bien dans une question d'omniprésence et de continuité. Ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement important. Alors, Bruno a beaucoup travaillé là-dessus aussi, mais d'autres sociologues qui ont travaillé sur les usages mobiles, les usages des communications dites mobiles, y compris en notant que justement, en général, elles n'étaient pas dans des situations où on bougeait, mais dans des situations où on était là où on se trouvait, ont insisté sur le fait que l'un des enjeux, c'était la continuité de la communication avec un certain nombre de réseaux relationnels, avec la famille, avec des équipes de travail, avec des amis, en particulier parce que les rythmes de vie de chacun des membres de ces collectifs s'était complètement désynchronisé. Et donc on se retrouve assez rarement, ou on se retrouve en tout cas assez rarement à des moments fixes, prévus bien longtemps à l'avance, et à des endroits, le cérémonial du journal de 20 heures, c'est à peu près terminé dans la plupart des familles, et pas mal d'autres cérémoniaux aussi. Et donc du coup, les techniques de communication, les outils de communication sont chargés d'essayer de reconstituer des formes de continuité. Et puis il y a un dernier point qu'il faut qu'on ait en tête autour de cette mobilité. Bruno a commencé à y faire allusion de plusieurs manières. Bon, il faut se souvenir que quand même, le droit à bouger, alors le droit à passer d'abord des frontières, et pas seulement des frontières de pays, mais les frontières de sa ville, de pouvoir changer d'endroit où on allait travailler ou vivre, c'est un droit sur lequel, pour lequel on s'est battu et qui était synonyme de la présence ou de l'absence d'un certain nombre de libertés civiles, de la démocratie, etc. Le passeport intérieur, pas de passeport intérieur, le droit de s'établir quelque part, le droit pour un salarié, pour un ouvrier, de décider de changer d'entreprise, toutes ces choses-là. Et on est donc dans une aspiration moderne au sens d'une modernité longue, extraordinairement profonde. Et c'est aussi un des symboles de la capacité à agir sur sa vie. À agir sur son quotidien, à agir sur son devenir, à agir sur son destin. D'où le fait qu'effectivement, entre mobilité sociale, mobilité physique, mobilité professionnelle, il y a des liens relativement forts. En effet, plus on est mobile, plus on est mobile. Et à peu près sur toutes les échelles, dans tous les domaines, plus on est mobile, plus on est relié aussi de toutes les manières possibles. Les gens les plus mobiles sont les gens qui télécommuniquent le plus. Les gens les plus mobiles et qui télécommuniquent le plus sont les gens qui ont le plus de relations avec d'autres, etc. Proposer à nos amis dans le public de poser des questions. Est-ce qu'il y a une question ici au Cube? Moi j'ai des questions sur Internet en tout cas. Donc la première question traditionnellement c'est souvent Internet d'ailleurs. Et la deuxième sera ici au Cube. J'ai une question qui est posée par Romain sur le site Écolo Info. Que pensez-vous du développement de la cartographie participative, notamment via le projet OpenStreetMap, comme outil permettant le développement de nouveaux services, dont ceux liés à la mobilité? Je ne sais pas qui veut répondre, ou les deux, ou Bruno peut-être. Je veux bien commencer là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai trouvé très intéressant, c'est la naissance, il y a à peu près 2 ans, à New York, d'un site qui s'appelle WalkScore, donc score de la marche, et avec un substantif qui est walkability, c'est-à-dire la marchabilité. Et c'est intéressant que ce soit né à New York. C'est un wiki, donc c'est-à-dire que c'est une émanation spontanée des usagers qui, en fait, portent un autre regard sur la ville et qui disent, mais finalement, pourquoi la ville ne serait pas marchable? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas atteindre des ressources du quotidien, élémentaires du quotidien, dans un isochrone, c'est-à-dire dans un temps donné autour d'un point donné de mon domicile, en l'occurrence. Et donc, très simplement, ce site va permettre à l'usager de repérer si à un endroit donné, il peut atteindre l'ensemble des ressources du quotidien dans 10 minutes, 15 minutes de marche à pied. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas quelque chose que les autorités de la ville ont vu, c'est quelque chose qui est ressenti et c'est quelque chose qui est mis en place et qui aujourd'hui est reproduit un petit peu partout. Donc il y a là une possibilité tout à fait intéressante d'apporter des contributions. Alors en effet, il y a bien d'autres prolongements qui sont intéressants, et OpenStreetMap est très très intéressant, parce que quelque part, il se positionne de manière assez différente de Google Maps,
qui, lui, va travailler dans un autre modèle économique par rapport à des clients, et donc ce ne sont pas les mêmes informations, qui ne vont pas avoir les mêmes sources, et la comparaison des deux est fichtrement intéressante de ce qu'elle raconte du point de vue de l'usager, et puis du point de vue d'une entreprise qui, elle, est drainée par des modèles économiques publicitaires. Daniel C'est un modèle extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Il y a un certain nombre d'anecdotes. Probablement, vous connaissez celle de la description d'Haïti juste après le tremblement de terre, qui était extraordinairement pauvre sur la plupart des cartes et qui s'est enrichi grâce à la communauté OpenStreetMap. Donc c'est un mouvement très important, mais qui à la fois, il reflète quelque chose de plus large. C'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la carte, c'était un truc un petit peu sacré, et d'ailleurs, donc accéder, du coup, pour faire des choses avec à des fonds de cartes, c'était toute une aventure, assez chère, assez coûteuse, mais qui venait du fait que la carte était une manière de créer une représentation communément admise de référence d'un territoire, une représentation qui produisait de l'action quelque part, parce qu'il y avait des statistiques dessus, parce que c'était des cadastres, etc. Alors, d'un coup, on ouvre, et d'un coup, on enrichit, on manipule, etc., cette carte. C'est très important, c'est très riche. Il y a par contre un danger, c'est qu'on perde cet élément-là, qui est qu'à certains moments, ça peut être utile d'avoir un certain nombre de représentations communes, de niveaux comparables d'un même territoire. Or, à l'évidence, et ça ne peut être que comme ça, OpenStreetMap va être très riche là où il y a des communautés assez puissantes, et en plus, ça a tendance à créer des effets d'entraînement. Et donc, vous allez chercher sur la ville de Rennes, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites de ce point de vue-là, et puis vous allez en trouver d'autres qui seront décrites de manière beaucoup plus pauvre, qui vont l'être à un moment, puis peut-être qu'après, par exemple, la mise à jour va s'arrêter. Et ça peut poser un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas pour invalider la démarche, au contraire, c'est pour se dire, ça veut dire que l'enjeu de demain, et ça commence à se faire à un certain nombre d'endroits, c'est que les producteurs des bases de référence, des cadastres, etc., doivent livrer ça à ces communautés-là, pour qu'on puisse partir d'un certain nombre de bases qui sont communes, sur lesquelles on peut ensuite construire des enrichissements, des augmentations, des interprétations qui peuvent être, elles, différentes, et voire extraordinairement variées, sur lesquelles on n'a pas besoin d'une égalité. Mais je pense que cet enjeu de représentation commune est important, de même qu'aujourd'hui, le langage cartographique sur Internet reste relativement pauvre, et qu'il va falloir petit à petit apprendre à l'enrichir, pour tirer plus des cartes. Une autre question peut-être dans la salle? Non? Je te laisse la parole, Niels. Une question devant? Et je laisserai la parole, Niels, pour poursuivre la discussion. Monsieur, bonjour. Bonsoir. Ouais. Après ce que vous dites, il y aurait donc une place pour une économie de la contribution qui casserait le modèle producteur-consommateur. Daniel. Oui, mais c'est très frappant cette année dans l'exercice question numérique dont je parlais. Beaucoup des scénarios qui ont été produits et surtout retenus ont un rapport avec cette question-là de qu'est-ce que les gens produisent ou font ensemble en n'ayant pas nécessairement recours à des professionnels dont le métier est de produire des objets ou des services ou des espaces que les autres vont consommer. Et ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'est que c'était des scénarios qui étaient beaucoup fondés sur l'appréhension de la crise. Et en disant, c'est pas seulement parce que c'est un truc de jeune, parce que c'est sympa, parce que la contribution collaborative, etc., la consommation collaborative c'est magnifique, parce que c'est plus écolo, etc., c'est parce qu'on va être pauvre. Voilà. Et qu'il va falloir qu'on fasse des économies, il va falloir qu'on fasse des revenus complémentaires, il va falloir qu'on se démerde. Alors ça c'est intéressant parce que probablement c'est pas exactement les mêmes scénarios, c'est d'ailleurs pas forcément les mêmes services. Beaucoup de services collaboratifs aujourd'hui sont des services pour nous les bobos, et donc c'est pas forcément tout à fait les mêmes modèles économiques. Une fois qu'on a dit ça, l'enjeu et la grande question, c'est qu'on voit un certain nombre d'endroits où l'économie de la contribution a produit déjà a changé la situation de référence.
Wikipédia a fait, pour ainsi dire, disparaître le marché de l'encyclopédie, sans faire disparaître les encyclopédies. Donc c'est pas grave, c'est pas un problème. Et là, on a une substitution, quelque part, d'une production commerciale professionnelle par une autre. Et d'ailleurs, Wikipédia est en train de trouver un nouveau souffle, un nouveau modèle, puisqu'il est arrivé un peu sur un plateau, si j'ai bien compris, et maintenant il va falloir qu'il trouve une nouvelle organisation via probablement les écoles, les universités. Alors, c'est justement... Ça peut arriver dans un certain nombre de circonstances. Ensuite se pose en effet la question de combien de temps ça dure. Est-ce qu'on arrive à soutenir ça longtemps, etc. En tout cas, là, on a une situation. Il y a d'autres situations dans lesquelles on est plus dans des mélanges. On va dire que sur les marchés de la musique, c'est des situations de ce type-là, dans lesquelles les équilibres sont extraordinairement difficiles à trouver. Et on sent bien qu'il y a des endroits où on va contribuer, et puis qu'il y en a d'autres dans lesquels on va moins contribuer, parce que c'est pas si évident que ça. Construire de manière contributive un Airbus, je ne sais pas, ou la motivation pour fabriquer de manière contributive des casseroles ou des chaussettes, c'est pas sûr non plus. Où est-ce que ça va se situer? À quelle échelle? Comment ça va s'articuler, en fait, avec des modèles plus traditionnels, le public, privé, professionnel, etc. Enfin, en tout cas, de nos scénarios, c'est une des grandes questions. Est-ce que la contribution se fait au niveau de la contribution intellectuelle, par exemple, de la conception, ou est-ce qu'elle va jusqu'à la production? Est-ce qu'elle se situe à d'autres endroits? Par exemple, on voit ressurgir la question de la réparation, de la réutilisation, qui pourrait être plus contributive que la production originale, pour peu que les produits soient faits pour pouvoir être réparés, alors qu'ils sont faits pour le contraire aujourd'hui. Est-ce que ça marche dans tous les secteurs? Seulement dans les secteurs de services? Seulement dans les secteurs dématérialisés? Non, peut-être aussi dans des secteurs plus matériels, puisqu'on travaille aujourd'hui autour de l'électronique open source, autour des concepts de Fab Lab. C'est une des grandes questions du moment. À quel moment est-ce que la contribution commence à dépasser l'épaisseur du trait d'un point de vue statistique sur le fonctionnement d'un mécanisme, ou sa richesse du point de vue de l'expérience individuelle de ceux qui y participent, mais sans forcément changer le fonctionnement d'un écosystème? On peut... oui, on va tous être pauvres. Et en effet, je pense que la plus grande injonction à la créativité sur l'économie, elle vient en effet de la crise. C'est la nécessité, en fait. C'est là, la nécessité fait loi. Et en fait, on voit apparaître toute une série de terminologies de l'économie circulaire, de l'économie solidaire et donc de cette économie contributive. On le voit bien, c'est d'abord, en fait, la pression de l'économie. Regardons ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. On voit bien que la pauvreté est en train de pénétrer à une vitesse très, très impressionnante et ça nous guette derrière. On a déjà 3 ans de crise et les choses ne vont pas s'arranger. Donc, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, penser d'autres économies. Et en effet, je ne pense pas qu'on soit dans l'angélisme. Quand on a vu que l'autopartage, par exemple, si on revient à des problématiques de transport, elle s'est imposée spontanément dans des endroits où, dans des zones rurales, où des travailleurs avaient à se déplacer de façon extrêmement importante. Et donc, il y a eu des organisations spontanées, et c'est ça qu'on a appelé du covoiturage, mais c'était d'abord et avant tout des économies budgétaires qu'on cherchait à faire. Donc on voit bien que tout ceci se précipite sur quelle forme d'organisation. Le premier surpris du partage des vélos, ça a été JC Decaux, le jour où ils ont installé ça avec Vélove à Lyon. Le soir même de l'installation, le central informatique explosait parce qu'ils n'avaient pas prévu cette espèce d'engouement. Alors il y avait un effet, un côté extrêmement bobo, mais finalement partager la chose publique, c'est quand même fichtrement intéressant et on rentre dans une autre économie. Et l'autopartage qui s'annonce, à côté de... On a même les taxis collectifs qui arrivent à New York, qui ne sont que la reprise des collectivos qu'on voit dans des pays, dans les capitales de pays émergents. On est là encore déjà dans la recherche d'économie. Donc l'injonction d'innovation en économie, c'est de là qu'elle viendra. Je voudrais en revenir à l'innovation urbaine que vous avez évoquée tout à l'heure. On a beaucoup parlé de l'aspect temporel d'Internet qui aurait permis une accélération des échanges et de la communication. Mais c'était une culture statique pendant longtemps, donc c'était un bureau et un ordinateur. Est-ce que l'arrivée du Wi-Fi, des smartphones, a changé
quelque chose à notre rapport à l'espace et à la ville? Ça a changé, bien sûr, à l'espace et à la ville, mais puisque vous évoquez le temps, ça a d'abord changé le temps. Le temps de la ville, c'est peut-être un des points de départ les plus intéressants de la transformation de la société actuelle. On était sur un régime qui était un régime très structuré, récurrent, collectif, fordien. On avait les mêmes rythmes et ces rythmes fabriquaient aussi les cloisonnements des espaces entre l'espace familial, domestique et puis l'espace social et puis l'espace du travail. Tout ça était bien tranché et donc c'était d'abord une architecture temporelle qui était à l'œuvre. En fait, le gros bouleversement, il est dans cette transformation des charpentes temporelles. Puisque aujourd'hui, vous allez être interpellé à n'importe quel moment, dans la rue, dans le TGV, dans votre voiture, dans un café, par votre client, par votre fournisseur, par votre patron. Il est là, puisqu'il est dans votre poche. Donc on est bien sur une irruption dans le temps. Et donc là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose. Mais il se passe aussi quelque chose, regardez dans la ville. On a une partition, les voies sur berge le dimanche. Eh ben, c'est un temps où ce n'est plus la voiture, c'est le vélo, c'est la marche, c'est autre chose. Donc on est sur des partitions du temps qui retentissent sur la ville, qui retentissent sur notre quotidien. Mais est-ce que les technologies numériques appliquées à la mobilité donnent, par exemple, ce que vous appelez peut-être la ville augmentée, ou ça n'a rien à voir? Si on est toujours sur cette question du temps, le numérique, en l'occurrence, est plutôt une réponse que le moteur de la transformation. C'est parce que, si on caricature, si on se remet dans le rétroviseur une quinzaine d'années en arrière, c'est parce que le mobile était une réponse intelligente à la maman qui avait besoin d'articuler la sortie de son boulot et le môme allait chercher à la crèche, que la maman s'est dotée du mobile. Donc c'était une réponse. Ce n'est pas le mobile qui a créé la forme d'organisation du travail. Avant, c'était plus simple, puisqu'on savait qu'on s'arrêtait à un moment donné et qu'on pouvait aller chercher le môme à la crèche. Disons que on voit émerger en effet tous ces services d'augmentation, etc. Ils sont importants, ils sont intéressants, ils sont spectaculaires. Ils ne doivent pas nous faire oublier ce qu'est le cœur, le noyau des transformations numériques, y compris du côté du mobile, qui est d'abord la communication entre les gens, les amis, la famille, et dans le travail, dans toutes ces sollicitations-là. C'est là que ça se passe quand même fondamentalement, et c'est là que ça change, et en effet, de ce point de vue-là, ça change beaucoup le temps. Alors, il y a quand même un point sur lequel j'irai un peu plus loin que Bruno, parce qu'il y a un endroit où le numérique n'est pas forcément la cause, mais en tout cas l'agent d'une transformation, qui est l'accélération des rythmes. Et en particulier l'accélération des rythmes liés au travail, mais qui ensuite bave un peu partout, hein, bien sûr, parce que... et ça, c'est aujourd'hui probablement l'un des mouvements qui, d'abord, sont les plus significatifs, et probablement là où une des zones de changement. Dans le premier travail sur la question numérique, on avait décrit cette tension, et l'une d'entre elles opposait le slow et le fast. C'était probablement la tension vis-à-vis de laquelle les lecteurs réagissaient le plus fortement, parce qu'ils le vivaient tous les jours et disaient c'est vrai, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment gérer mon temps. Et combien de fois, par exemple, on a dit je vais arriver tôt au boulot, je vais bosser chez moi parce que je vais enfin pouvoir travailler. On l'a tous dit comme ça en rigolant. Mais c'est un pur rapport au temps dans le sens de l'urgence, la contrainte, la maîtrise ou pas la maîtrise, le nombre de sollicitations, la brièveté des séquences, etc. Ça, on est vraiment dans un mouvement dans cette direction-là. Alors, je ne vais pas jusqu'à l'apocalypse, à la Virilio, hein, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est beaucoup plus des choses quotidiennes, mais qui font malgré tout partie d'une difficulté, d'une perception naissante du fait que le numérique est aussi du côté de la complexification de la vie quotidienne et pas seulement de sa simplification. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Alors justement, j'ai une question qui nous rapport crée à ça. des difficultés assez spécifiques. J'ai justement une question par rapport à ça, et je vais citer Bruno Marsloff,
qui dit qu'il y a de plus en plus d'interprétation, de porosité entre l'urbanité, la mobilité, le travail, les données, le partage, l'intelligence. Je vous cite toujours, tirez un fil, dites-vous, et tout vient avec, rien à faire, on ne pourra pas décrypter un sujet sans réveiller l'autre. Pensée globale pour agir local, aborder le changement de manière systémique, certes, mais comment fait-on précisément quand tout s'accélère, tout se complexifie? On parlait tout à l'heure de la cartographie participative avec une inflation d'informations. Comment on fait précisément pour anticiper, prévoir, organiser, alors même que tout devient plus opaque? Là, je pose la question à tous les deux. Bruno, peut-être que j'ai cité. Non, je disais tout à l'heure que les cloisonnements prévalaient dans les générations précédentes. Les choses étaient plus simples. Et en effet, plus on avance, plus on va être dans des systèmes de complexité. Je l'ai illustré tout à l'heure dans le domaine des transports et des déplacements. Et tout le monde peut le voir, de la trottinette jusqu'au TGV, on est aujourd'hui dans une démultiplication de l'offre qui doit rentrer dans une combinatoire. Hein. Comment aujourd'hui se débrouiller dans cette complexité de l'offre sans avoir les systèmes d'information qui vont avec? C'est absolument impossible. D'où la démultiplication des écrans et l'instantanéité de l'information. Et plus que l'instantanéité de l'information, c'est une information qui, hier, était uniquement théorique, qui est devenue temps réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à un moment donné, et qui, bien entendu, devient maintenant prédictive. Hein. Et là, tout d'un coup, on se donne les moyens de résoudre la complexité. Et plus que ça, on est dans de la prédictivité. Et voilà, on est dans ces paradoxes. Pour avoir un parcours simple et fluide, il va falloir traverser toutes ces complexités. Et là, ça va être l'univers extraordinaire qui nous arrive de la donnée, donc de cette donnée éminemment abondante, abondée très largement par les usagers eux-mêmes, qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Donc c'est vraiment l'intelligence du système, parce que la donnée, c'est un matériau brut. C'est une matière première. C'est une matière première, et après, il faut que ça rentre, vous l'avez dit, dans un système qui va combiner des données et qui va permettre d'anticiper des scénarios. Alors, ça peut être des scénarios de circulation, des scénarios de n'importe quoi, mais justement, l'intelligence qui est dans ce système-là, comment on la pense aujourd'hui? Est-ce que c'est très vertical? Est-ce que chacun, et puis après, on va interconnecter des systèmes, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux avoir des visions d'ensemble? Par exemple, comment on pense la cité aujourd'hui? Est-ce qu'on la pense le transport? Enfin, on prend toutes les directions d'une ville. Je parle d'une direction administrative. Hein, on prend toutes les directions, on met des silos dedans numériques. Ou est-ce qu'au contraire, on arrive et on dit non, on prend une page blanche et on essaye de penser la ville C'est une des grandes difficultés qu'on va voir s'illustrer dans les discussions des années à venir autour de la fameuse ville intelligente. Parce que, à la fois, bien sûr, on a toutes ces données et donc on peut essayer de faire des modèles, et il y a des réussites. Hein. Il y a même des gens chez Microsoft qui travaillent sur la prévision des événements imprévisibles et qui font des boulots très intéressants là-dessus. Bon, la finance travaille beaucoup là-dessus, par exemple, aussi. Oui, elle travaille même sur la production des événements imprévisibles. Mais ce qu'il y a de frappant dans ces modèles, en revanche, c'est que bien souvent, on se dit, voilà, alors on a cette capacité d'intelligence, alors on va tout interconnecter, les grands systèmes, on va casser en effet toutes les barrières, toutes les frontières, etc. Et alors là, ça va marcher du feu de Dieu. Et pour moi, il y a une chose majeure qu'on oublie, au moins une, qui est le pouvoir. Qui est que, tiens, en fait, tous ces gens-là n'ont pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas forcément absolument envie de travailler ensemble. Et puis en plus, il se trouve qu'il y en a 2, 3, 250 autres qui ne sont pas dans les positions de pouvoir aujourd'hui d'avoir ces systèmes à gérer, qui ont d'autres idées, qui pourraient le faire un peu autrement et qui aimeraient bien rentrer. Mais alors évidemment, si tous ces gens ont super bien interconnecté leur système, l'une des fonctions de ça, ça va être que les autres ne puissent pas rentrer. Quand même, on ne va pas avoir dépensé tout cet argent pour qu'on puisse nous mettre cet édifice à bas. Et il y a un vrai risque. Et d'ailleurs, très souvent, les grands promoteurs de la ville intelligente, à un moment, ils n'y tiennent plus. Et ils sont obligés de dire, et au-dessus, il y a un Smart Control Center, il y a un centre de contrôle intelligent de la ville. Et là, moi, je leur dis, mais il y a qui dedans, au fait? Il y a le maire. Non.
C'est alors le maire, le président de la communauté urbaine, le patron de Veolia, voilà, on ne sait plus. Ou alors il y a 10 000 personnes dedans, ils se marchent dessus. Enfin bon, ça n'existe pas. Ça. Parce qu'une ville, en tout cas une ville européenne, et probablement même les villes chinoises qui sont construites très vite, etc., mais qui sont vite des villes bordéliques comme les autres, ça marche pas comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'une ville, c'est aussi robuste. C'est-à-dire que vous pouvez changer de modèle économique, vous pouvez la basculer d'une frontière à l'autre, changer de régime politique, etc. Le truc qui reste en général, c'est la ville. Sauf quand elle est vraiment trop taillée au cordeau, justement. Les villes mayas, aztèques, etc., celles-là, elles se cassent la figure, mais les autres, elles restent. Et donc, l'une des choses à faire, c'est qu'il faut à la fois développer ces connaissances-là, ces compétences-là, et se dire, il faut qu'on aille chercher les réponses dans la diversité et l'articulation des diversités. Et c'est pas facile d'arriver à faire ça. C'est-à-dire, faut qu'on apprenne à devenir agile au sens du développement agile. Il y a plein de gens qui essayent plein de choses, etc. Est-ce qu'ils peuvent, si possible, comme on en parlait sur l'exemple d'OpenStreetMap, alimenter, comme c'est déjà le cas parfois, par les systèmes d'information géographique existants des territoires. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur des bases communes, par exemple? Ce qui ferait que c'est peut-être un peu plus facile d'articuler l'initiative de covoiturage du quartier machin avec l'initiative du covoiturage de l'entreprise bidule, par exemple. Est-ce qu'on a comme ça des infrastructures qui vont leur permettre de s'interconnecter à certains des grands systèmes qui vont rester grands? Parce que gérer un métro, c'est probablement pas un truc d'amateur pour demain. Mais c'est important que cette information puisse circuler avec les gens qui vont gérer des petites choses, ou peut-être le petit système d'information qui marche pour tel quartier ou pour telle zone d'entreprise qui s'est organisé d'un certain nombre de manières. Voilà, donc il y a vraiment l'idée on a besoin de ces systèmes de prédiction, etc., mais on a besoin que ces systèmes de prédiction soient utilisables par plein de gens pour faire des prédictions différentes. Et ensuite, éventuellement, pouvoir articuler les réponses opérationnelles qu'on va apporter autour de ça. C'est un des enjeux de l'open data, mais je crois qu'on y reviendra après. On y reviendra après, et là, on va d'abord revenir justement sur cette ville du futur et les innovations. C'est une nouveauté 2012 dans cette émission. Dans chaque émission, maintenant, nous allons vous proposer un nouveau rendez-vous, un rendez-vous dans le rendez-vous, une nouvelle chronique. Alexis Botaya est un journaliste défricheur, un journaliste qui expérimente le futur avec une vision résolument positive. C'est le rédacteur en chef du site Sun 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 et il viendra nous rendre visite pour une sorte de point route du futur. Bonsoir, merci Éloi. Donc sur Sun Sun Sun, on vous a détecté un peu pour ce soir, pour le rendez-vous de ce soir, des innovations, des tendances qui sont en rapport avec la mobilité, avec le web, avec les réseaux. Je vais d'abord vous parler des modes de transport et de ce à quoi peut-être pourraient ressembler les modes de transport de demain. D'abord, il est possible que notre corps soit une sorte de batterie, de générateur d'électricité sur lequel on pourrait brancher éventuellement un vélo et que l'ensemble de l'énergie cinétique de vos pas soit récupérée soit par vos chaussures, soit, comme on le voit ici, à travers un trottoir. Ça a été développé pour une boîte de nuit, mais ça a été également expérimenté à Toulouse, où un trottoir alimentait un lampadaire. Ça, c'est une possibilité de récupération d'énergie. Il n'est pas impossible que, pourquoi pas, cette énergie alimente prochainement un vélo. Autre mode de pensée, il n'est pas impossible non plus qu'on puisse communiquer par la pensée avec un véhicule. C'est déjà des choses qui sont en train d'expérimenter. Aujourd'hui, des constructeurs essaient de faire en sorte que les voitures identifient l'état émotionnel du conducteur pour lui permettre d'avancer plus facilement à travers les embouteillages. On sait également, et vous le voyez sur l'image qui est là, qu'on peut, grâce à des technologies nouvelles, communiquer avec une télé et changer de chaîne rien que par la pensée. La mobilité, c'est peut-être également la non-mobilité. Il n'est pas impossible qu'on n'aille plus jamais en réunion à San Francisco pour un aller-retour rapide et qu'on y aille à la place grâce à un robot ou grâce à un hologramme. Et vous le voyez ici, la société Ghostai, qui est une société française de robotique, a développé un robot qui s'appelle Jazz et qui vous permet d'aller visiter vos collaborateurs, de faire des blagues autour de la machine à café sans être présent en restant chez vous. Et on est visible, vous êtes visible à travers la petite caméra qui constitue en fait sa tête. Autre possibilité, l'environnement de la mobilité. On a parlé du travail, on a abordé la question du télétravail. Il est possible que l'exotisme ne nécessite pas d'être allé rechercher à l'autre bout du monde et que l'exotisme soit peut-être en bas de chez vous. Et il y a pour ça un collectif d'artistes qui s'appelle Nogo Voyage qui a développé un GPS 6.0. C'est évidemment une œuvre d'art, mais elle est fonctionnelle et elle existe. Un GPS qui vous permet de vous perdre.
et qui justement vous évite d'arriver à destination, qui vous permet de redécouvrir votre environnement local. Et c'est tout le principe de ces technologies sociales, locales et mobiles dites Solomo. Il est possible également que la ville s'adapte à l'ensemble de vos besoins et de vos déplacements, et que peut-être demain le dernier qui quittera la rue éteindra la lumière en partant. Et ça existe dans une petite ville allemande de Dorendrup, qui l'a expérimenté, et grâce à un code SMS qu'on envoie avant de partir de chez soi, on peut rallumer les lumières de la ville qui sont éteintes à partir de 21h, et ensuite les éteindre une fois qu'on est passé. Dernière chose, pour l'environnement de la mobilité, le télétravail fait aujourd'hui que vous pouvez travailler à peu près n'importe où. Demain, on pourra certainement encore plus travailler dans des endroits incongrus, une piscine, une boîte de nuit, à vélo, dans un bus, n'importe où. Les Japonais, un studio de design japonais a développé la chose que vous voyez derrière moi, qui est une sorte de garage à vélo sur lequel sont incrustés des ordinateurs et sur lesquels vous pouvez vous installer et donc travailler sans avoir même quitté votre mode de transport. Dernière chose, la mobilité, c'est aussi la destination, et la destination sera certainement appelée à évoluer. Peut-être que la mobilité sera virtuelle, peut-être que vous voyagerez à travers les dimensions du temps. Et c'est ce que propose déjà une application qui s'appelle History Pin et qui permet, grâce à la réalité augmentée, de calquer des images du passé sur les paysages que vous voyez. Et vous en avez un exemple derrière moi. Peut-être que les modes de déplacement et les destinations seront crowdsourcés. Et ça se fait déjà. Le guide de voyage Nectar and Pearls demande à des habitants de l'endroit où vous voulez aller de faire votre guide de voyage sur des recommandations bien précises. Et ça, grâce évidemment à la force des réseaux. Dernière chose, on parlait de cartographie tout à l'heure. Il est possible que les cartes ne montrent plus des reliefs ou des routes, mais qu'elles montrent un état émotionnel. Et un artiste a déjà développé une carte du Paris émotionnel. Mais il y a également les laboratoires de Sony qui ont développé une application qui s'appelle NoiseTube et qui permet d'avoir une cartographie crowdsourcée, c'est-à-dire alimentée par différents contributeurs qui se trouvent dans la ville, des niveaux sonores des rues de la ville. Et vous voyez un exemple derrière moi d'une ville italienne, mais si demain vous trouvez que la pollution sonore est trop importante dans votre rue et que vous le signalez sur cette application, ça apparaîtra sur la carte et en informera les autres utilisateurs. Voilà quelques petites tendances et innovations comme celles qu'on retrouve sur sunsunsun.com et qu'on vous présentait aujourd'hui pour la mobilité. Merci beaucoup Alexis. Merci à vous. On te retrouve dès le 28 février pour notre prochain rendez-vous avec Axel Kahn. Je tiens tout de suite à informer nos amis internautes, à nos amis dans le public, cette émission va durer un tout petit peu plus longtemps. Nous avons pris un petit peu de retard, rien n'est vraiment grave, nous allons prolonger de quelques minutes. Voilà, merci beaucoup Alexis. À bientôt. Et je redonne la parole du coup à Alexis ou Salomé, à moins que vous vouliez vous avez éventuellement eu la rebondir. matière peut-être à réagir sur des choses que vous avez vues, qui vous ont surprise. Les innovations ne sont pas forcément des innovations. Cette cartographie qui permet de se perdre, Guy Debord l'avait déjà, le situationniste des années 50 l'avait inventé depuis longtemps. Donc il ne faut pas non plus rêver. Il y a dans toutes ce qui est présenté comme des innovations de simple recyclage. Moi, il y a une innovation que je trouve, et si on parle de mobilité, que je trouve intéressante parce qu'elle est énorme et on en parle très peu. C'est la fameuse Google Car de Google, justement. Cette voiture qui ne pouvait pas être imaginée par un constructeur, qui l'a été par Google. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très innovant puisque, en fait, c'est un écosystème de données qui sont réactualisées en permanence des milliers de fois à la seconde, qui vont permettre à partir d'un capital de données existant et à partir de données qui sont recueillies par des senseurs, des capteurs en temps réel, qui vont permettre de faire fonctionner une voiture de manière totalement autonome. Et ça, je trouve que c'est une vraie innovation, je trouve que c'est une vraie révolution, mais c'est aussi une révolution sociologique, parce que finalement, c'est plus l'homme qui est le conducteur de la voiture. Là, on est dans quelque chose qui est une robotisation pour quelque chose dont je vous rappelle que c'est un équipement qui existe maintenant dans tous les pays, à un niveau quasi envahissant. Est-ce qu'il n'y a pas là des solutions qui peuvent être intéressantes ? Je me demandais d'ailleurs si
la robotique n'est pas le prolongement naturel de la ville de demain. C'est-à-dire une ville qui devient mobile elle-même et qui se dote d'une forme d'intelligence. Alors ça peut être à travers du mobilier urbain, ça peut être à travers des agents, des robots agents. Est-ce que cette vision un peu qu'on retrouve dans la science-fiction, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Ce que je peux dire quand même, alors, oui, on va utiliser des robots pour un certain nombre de choses, mais on en utilise déjà, c'est juste des robots logiciels. Beaucoup de décisions sont aujourd'hui prises par des logiciels. Il faut quand même qu'on prenne conscience d'une chose aujourd'hui, c'est qu'on est déjà aujourd'hui dans un certain nombre de domaines à des plateaux qu'on ne sait pas gérer en matière de déshumanisation du service et de la relation. Et c'est pas pour dire le robot c'est mal, c'est déshumanisant, etc. C'est qu'on a du mal à trouver cet équilibre-là. Quand on travaille aujourd'hui sur la confiance, on voit toute une série d'entreprises qui constatent une chose, c'est qu'elles ont tellement industrialisé, robotisé leurs relations clients, qui est en général d'ailleurs externalisée, traitée dans des centres d'appel, et on sait tous le plaisir qu'on a quand on doit téléphoner à un centre d'appel. Et pourquoi on n'a pas ce plaisir? Parce qu'en fait, même quand on parle à quelqu'un, on parle à un robot. C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un qui en général ment sur son prénom, déjà, il s'appelle Fabien, mais en fait il s'appelle Farid, qui ment généralement sur sa localisation, qui est obligé de travailler le regard rivé à l'horloge en se disant zut, je vais parler plus de 2 minutes, je vais me faire engueuler, et qui suit un script. Donc en fait, c'est juste parce qu'on a besoin d'une voix qui ressemble à une voix humaine. Mais au fond, si on pouvait se débarrasser de ces humains, d'ailleurs ils le font un petit peu, on le ferait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les individus ont le sentiment qu'ils ne parlent plus qu'à des espèces de grandes machines qui ont leur logique, qui se fichent assez profondément de la situation du consommateur. Et ça détruit la confiance, ça détruit la fidélité. On le constate aujourd'hui, on le constate. On constate une baisse de l'attachement aux marques, on constate une baisse de la fidélité aux enseignes et aux entreprises, c'est-à-dire l'échec de tout ce qu'on a appris en marketing depuis 30 ans, qui est que le client rentable, c'est le client fidèle, c'est le client pour lequel il ne faut pas dépenser plein de pubs pour le gagner, c'est le client à qui on va pouvoir vendre des choses, etc. Et on le fait parce qu'on est, compte tenu du niveau d'industrialisation, de ce qui devrait être le cœur, c'est-à-dire la relation. Donc, on a besoin de tout. Enfin, on va voir émerger tous ces robots-là, mais l'une des questions à laquelle on ne sait pas encore très bien répondre, c'est comment on évite que ce soit des situations de substitution. De même, et pour aller un peu dans le sens de Bruno tout à l'heure, en disant les innovations qu'on a vues là, elles sont rigolotes, etc., mais elles sont un petit peu encore inscrites dans des choses qu'on a assez souvent vues. Elles ont du mal à dépasser des paradigmes aussi vieux que les fantasmes autour de l'informatique. Par exemple, celui de la substitution, la non-mobilité se substituerait à la mobilité. La réunion à distance, etc. Or, s'il y a une chose dont on est à peu près sûr aujourd'hui, c'est que ce n'est pas des substitutions qu'il s'agit, c'est des additions. On télécommunique plus, on se déplace plus. Alors, éventuellement, on va transférer un motif de mobilité sur un autre, mais du coup, on va se déplacer pour d'autres raisons, à d'autres endroits, vers d'autres gens, etc. Que ce soit de manière professionnelle ou de manière privée, ce qui explique, entre autres choses, pourquoi, et Synchronos l'a décrit depuis longtemps, pourquoi en plus nos mobilités sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire, c'est plus métro, boulot, dodo du tout. Enfin, c'est ça, mais c'est ça avec plein de trucs au milieu, quoi, en gros. Et pas aux mêmes heures, et d'ailleurs pas forcément dodo au même endroit, et pas forcément métro vers le même endroit, etc. Et il faut qu'on se débarrasse de cette idée de substitution pour inventer d'autres choses. Il faut qu'on se débarrasse de l'idée que la télé-réunion devrait essayer d'être la même chose en le moins bien possible que la réunion physique. Il faut qu'on trouve d'autres choses. Et finalement, peut-être que les listes de discussion sont une alternative assumée au fait qu'on ne se voit pas, par exemple. Alors ça marche bien pour certaines choses, ça ne marche pas pour d'autres, et puis ça ne suffit pas. Même chose probablement sur le service. Est-ce qu'on pourrait essayer de combiner de l'industrialisation et de la relation humaine, par exemple, avec des robots qui inviteraient les gens à se parler entre eux et à s'aider, ou à faire des trucs ensemble, par exemple. Et lui, il serait le support, il enregistrerait des trucs, il dirait « Ok, bah, je vais faire ça pour vous, etc. » Bon, par exemple, on pourrait faire ça, et ça pourrait être intéressant. Ou alors des robots qui font des trucs fantaisistes. Il y a quelque temps, on avait fait avec des écoles d'ingénieurs des concours un peu de robotique. Et le projet qui avait gagné, il s'appelait le CRI. Je ne sais plus ce que ça voulait dire. En gros, c'était un robot qui se baladait dans la ville
Il y avait toutes les caractéristiques d'un robot moderne, il savait repérer les obstacles, tout ça. Mais sa fonction, c'était que dès qu'il trouvait un mur, pof, il s'arrêtait, il se mettait à projeter un film. Et l'idée, c'était que les gens puissent, plutôt un vieux classique en plus, donc les gens puissent s'arrêter, dire c'est pas si mal. Après, ils s'arrêtaient, ils repartaient. Ça, c'est des robots intéressants dans la vie. Absolument. J'aimerais ajouter une notion, parce qu'on oublie quand même quelque chose qui est la notion d'imaginaire. Et si on reste dans le domaine de l'automobile, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on a annoncé que les ventes d'automobiles en janvier se sont effondrées de 20,7%. Et en même temps, il y a un domaine de la voiture dont on ne connaît pas le succès, c'est la voiture dans le jeu, dans les jeux vidéo. Et ça, c'est la folie. Et là, en fait, il y a un autre imaginaire qui est en train de se développer, celui de la voiture traditionnelle étant en train de s'épuiser. Les jeunes vont développer un autre imaginaire de la voiture sur le jeu. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une gamification du monde en mariant à toute force ce qui relève d'une sorte de fictionnarisation finalement de notre environnement, une storytellisation permanente, et l'idée qu'effectivement, et même ce que vous disiez tout à l'heure avec le robot qui est extrêmement séduisant, bien entendu, mais est-ce que tout ça, je dirais, bout à bout, ne finit pas par nous plonger dans un monde totalement fictionnarisé et storytellé? Je pense pas. Je pense qu'il faut faire une distinction entre la fantaisie et la gamification, quelque part. La fantaisie, c'est de faire des trucs qui servent à rien. Et de laisser une liberté aux gens d'y adhérer, de ne pas y adhérer, de l'interpréter, etc. Donc voilà, le CRI, qui voulait dire cinéma de rue itinérant, c'est fantaisiste, oui, mais c'est pas spécialement un jeu. La gamification, c'est autre chose. On va essayer de faire en sorte que le travail, l'apprentissage notamment, etc., ou la recherche de réponses à des grandes questions du monde, à une croissance plus écologique, etc., fonctionne comme un jeu. Ça, c'est beaucoup plus trouble, parce que fonctionne comme un jeu au sens, à ce moment-là, donc, on va définir des règles, on va définir des rôles, on va définir des buts, et puis on va dire aux gens, coulez-vous là-dedans pour aller chercher les réponses. Sauf qu'on fait du coup comme si les règles, les rôles et les buts n'étaient pas définis par quelqu'un qui, en fait, du coup, a des idées assez précises, en le sachant ou pas le sachant, de la finalité légitime du jeu. C'est comme ça que ça marche. Et c'est là où ça devient trouble. C'est-à-dire que finalement, là, on commence à être dans cette dissimulation des enjeux, des défis, des rôles, des pouvoirs. Non, c'est qu'un jeu. Ça va être plus sympa. C'est le même résultat, mais ça va être plus sympa. C'est pas comme ça. Alors, de temps en temps, ça peut marcher pour apprendre des trucs très pratiques. C'est pas mal en soi. Mais c'est piégeux. En particulier, quand on voit, par exemple, des tentatives très rigolotes, intéressantes, bien foutues, qui ont été faites pour dire on va mettre des centaines de milliers de gens ensemble pour à nouveau imaginer des formes de croissance plus durables, et ça va être un jeu, et on va se lancer des défis et des machins, etc. À un moment, on dit, il faut peut-être arrêter, là. Ça va produire probablement vraiment n'importe quoi, et surtout, qui, à nouveau, a défini ces règles, ces critères, la manière dont on gagnait des points, dont on gagnait de la légitimité, etc. Et à partir de quel moment on ose l'expliciter et dire... on est d'accord, pas d'accord avec cette règle-là? Je veux dire, à ce moment-là, la démocratie, c'est un jeu aussi. Oui, pardon. Non, je voulais juste qu'on s'arrête un instant sur les limites de tout ça, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la mobilité comme continuité dans la communication. On a parlé de la gratuité d'Internet. Aujourd'hui, avec le clouding, la mise en réseau, les sites participatifs, le téléchargement, on veut avoir accès à tout, partout et pour rien. Pour ne citer que 2 événements récents, donc il y a la fermeture de Mega Upload récemment, et il y a le projet ACTA, donc qui anime un petit peu, qui est soulevé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un conflit d'intérêts entre le vertige des potentialités rendues possibles par Internet et d'autre part un contexte politique, économique, culturel et sécuritaire peut-être? Oui. Oui, il y en a un, il n'y en a pas qu'un. Mais c'est pas seulement un conflit d'intérêts entre genre l'Internet et puis les vieux cons. Là-dedans,
c'est des conflits d'intérêts qui sont également à l'intérieur des acteurs de l'Internet, entre eux, etc. Si on prend Mega Upload, par exemple, c'est intéressant comme sujet, parce que, au fond, les dirigeants de Mega Upload, c'est d'authentiques pirates. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas juste à faire échanger, etc. C'est des gens qui font du fric à partir de contenus qui ont été produits par d'autres, qui ont été placés là par des individus. Donc, ils font le boulot pour Mega Upload, y compris de recopiage, de décodage, etc. Et eux font du fric avec des abonnements et avec de la pub et reversent à rien. Donc, j'ai aucune tendresse pour les patrons de Mega Upload qui sont d'authentiques pirates. En revanche, ce qui est clair de l'autre côté, c'est que c'est une caractéristique économique de base qu'un produit, en l'occurrence un film ou un morceau de musique, qui peut être donné sans le perdre, c'est-à-dire je le copie, je vous le donne, etc., sans perte de qualité et sans coût, naturellement, dans un fonctionnement de marché, avec de l'offre et de la demande, son prix va tendre vers zéro. C'est comme ça. Ou alors, une autre manière de dire, on ne sait pas définir son prix. Mais ça, c'est du mécanisme. Un fonctionnement de marché ne fonctionne pas pour ça. Donc, essayez à tout prix de redire, non, mais moi, je veux arriver à mettre tous les dispositifs nécessaires pour qu'à la fin, vous m'achetiez mon truc pour tant d'euros, c'est forcément tordre le système, et puis c'est s'interdire de faire émerger d'autres formes de création. Moi, je suis frappé comment les musiques les plus proches du numérique, par exemple les musiques électro, s'affranchissent beaucoup plus facilement d'abord de ces formes-là, s'affranchissent des contraintes de temps. Parce que pourquoi une musique dure 3 minutes 30 ? C'est parce que le disque est fait comme ça. C'est pas pour autre chose, c'est pour des raisons industrielles. Pourquoi est-ce qu'un bouquin, ça fait entre temps et tant de pages, mais qu'en dessous de 80 pages, c'est pas terrible pour le vendre ? Parce que, voilà, il faut le produire, il faut l'imprimer, il faut le mettre dans des rayonnages, il faut qu'on puisse lire ce qu'il y a sur le côté. Faut que c'est un prix suffisant pour que ça légitime le fait que le libraire le commande. Et à partir du moment où on change de système de distribution, on va changer aussi de format. Donc, ensuite, Mega Upload existe avec ses patrons qui sont des philous, existe parce que on essaye tellement de retenir les nouvelles formes de pratiques culturelles, les nouvelles formes de création, on est au cube, que forcément ça pète de partout. Et donc, si ce n'est pas un Mega Upload, ce sera autre chose. Hein. Je vous rappelle que Adopi a été fait contre l'échange entre les gens. Donc, effectivement, les gens échangent un petit peu moins en peer-to-peer. Donc, ils ont été sur Mega Upload. Et puis, aujourd'hui, en fait, dans une large mesure, ils streament aussi. Donc, sur également d'autres sites. Voilà, ça va déborder de partout jusqu'au moment où on va essayer de retrouver. Mais là-dedans, vous avez plein d'acteurs qui sont des acteurs de l'Internet, qui sont pour, qui sont contre, etc. On a, pour aller faire Mega Upload, été tripoté le système des noms de domaine, qui est le seul système vraiment hiérarchique, vraiment de pouvoir et centralisé aux États-Unis de l'Internet, pour dire, bah non, finalement, le nom de domaine de Mega Upload, il va maintenant aller à tel endroit où on va afficher une page du FBI. Bon. Donc vous voyez que, et donc il a fallu que l'ICANN accepte, etc. Donc vous voyez que là-dedans, il y a aussi des conflits entre les acteurs de l'Internet. Et ça c'est important parce que pendant longtemps, comprenez-vous, et ça nous servait quelque part, si j'ose dire, tous les gens qui étaient, entre guillemets, des pionniers, j'ai pas inventé l'Internet, il était inventé avant moi, sans moi, etc. Mais bon voilà, qui étaient un peu tôt là-dedans. Ils allaient tous dans la même direction, ils étaient tous dans les mêmes convictions, etc. Et au fond, on avait gommé les myriades de désaccords de fond que nous avons sur tous les autres sujets de la vie. On n'est pas des mêmes bords politiques, on n'a pas les mêmes visions sociales, on n'a pas les mêmes esthétiques, on n'a pas les mêmes intérêts, etc. Aujourd'hui, c'est en train de réapparaître, c'est un signe de maturité, au fond. Et ça, c'est important d'arriver à arrêter de se dire, il y a d'un côté les gens qui ont compris le numérique et les gens qui ne l'ont pas compris. Dans les gens qui sont contre ceci, il y a des gens qui ont très bien compris, etc. Peut-être un autre signe de la maturité, c'est ce qui vient de se passer avec Free, qui a quand même bousculé de manière assez violente un marché qui était bien installé, qui était... bon, c'était pas de l'entente, mais ils étaient sur les mêmes modèles. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, attendez, moi je peux faire beaucoup moins cher. Donc c'est quand même assez intéressant. Puis on peut se poser aussi la question du Wi-Fi. Il y a 10 ans, il y a eu des tas d'initiatives, beaucoup aux États-Unis, d'un Wi-Fi urbain, gratuit, etc.
Et puis toute une série d'acteurs se sont élevés contre le dispositif. Et puis curieusement, la semaine dernière, Bordeaux a annoncé qu'ils allaient installer un système de Wi-Fi gratuit dans la ville. Donc ça ressurgit parce que de toute façon, le Wi-Fi peut être gratuit. Donc on va voir encore des transformations assez radicales qui vont se passer au niveau économique sous la poussée de transformations technologiques. Je crois qu'on a le temps pour une dernière La question. toute dernière question et le mot de la fin. Il y avait plein d'autres de questions, mais bon, non. Il y aura des bonus sur le site internet. Moi, je voudrais revenir sur une chose parce que ça concerne une de vos actualités à la FIG, mais Bruno réagira également. On disait tout à l'heure que le développement des techniques de storytelling croisé avec l'utilisation de plus en plus poussée des techniques de CRM, gestion de la relation client et de la géolocalisation, place de plus en plus chacun d'entre nous au cœur de toutes les attentions, on pourrait dire ça comme ça. Beaucoup d'entreprises donc savent beaucoup de choses sur nous, mais nous savons peu de choses sur ce qu'elles savent de nous. Et justement, vous avez ouvert un programme sur ce sujet, un programme assez ambitieux qui s'appelle Mes Infos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'idée derrière Mes Infos, c'est pas seulement qu'on voudrait savoir ce que les entreprises savent de nous, c'est qu'en fait, on voudrait que si elles savent autant de choses de nous et qu'elles savent être aussi intelligentes, on voudrait être aussi intelligent qu'elles. Et donc, on n'est pas dans une problématique du contrôle, où on voudrait vérifier qu'elles ne savent pas trop de choses, etc. Mais ces informations numériques qui vous aident à réfléchir, à analyser votre marché, à prendre des meilleures décisions, pourquoi elles ne m'aideraient pas à réfléchir, à prendre des meilleures décisions, à devenir plus conscient, etc. Donc, vous avez numérisé mes informations, donnez-les-moi pour que j'en fasse des trucs, pour moi. Donc moi j'aimerais bien peut-être, alors il faudra ensuite que j'ai des outils qui m'aident à en faire quelque chose, etc. Mais ce serait peut-être pas mal que j'ai, alors toutes mes transactions bancaires, ça, a priori je peux l'avoir depuis un moment, mais tous mes achats dans les supermarchés, mais pas juste combien j'ai dépensé, mais ligne par ligne. Et peut-être avec, du coup je pourrais faire des liens avec comment ça a été fabriqué, quelle est mon empreinte carbone, combien j'ai mangé de calories, etc. Puis mes traces de mobilité, et puis mes communications téléphoniques, et puis. Voilà. Si j'avais un peu toutes ces données-là, et puis que je pouvais en rajouter, moi, parce que j'ai pris mes mesures, enfin, je ne sais pas, si j'ai envie de courir, je vais peut-être noter le nombre de kilomètres que j'ai couru, mon poids, mon machin, etc. Et puis, bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'en faire pour être moi-même, peut-être, quelqu'un qui est capable de réfléchir à sa vie, ou bien, de manière plus prosaïque, de plus facilement comparer des tarifs téléphoniques. Au Royaume-Uni, où il y a un programme gouvernemental dans la même direction, rendez les données aux gens pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ils ont calculé qu'il y avait 12 millions de tarifs téléphoniques, tellement il y a d'options, etc. Donc c'est évidemment pas comparable par des humains, c'est d'ailleurs fait pour ne pas être comparable par des humains, ce qui est un truc caractéristique toujours dans le numérique et les conflits. Pendant longtemps, on a dit que le numérique, ça va rendre les marchés transparents, parce que l'information circule. En fait, on s'aperçoit, il y a des recherches assez précises là-dessus, typiquement dans le voyage ou dans le mobile, que ça rend les marchés en fait plus opaques, parce qu'on va tellement personnaliser et adapter de manière individuelle. Bon, alors voilà, 12 millions de tarifs. Même enquête dit 75% des Britanniques payent trop par rapport à ce qu'ils téléphonent. De l'ordre seulement, si j'ose dire, de 250 € par an. Ce qui, quand même, pour un budget moyen, n'est pas rien. Hein. Paye trop, c'est pas qu'ils payent, ça, c'est le trop payé. Donc, voilà, on pourrait au moins se servir de ça. Et si je pouvais utiliser donc mes 3 ans de communication détaillée, tous les SMS, toutes les communications, etc., pour dire, voilà, je vais comparer ça aux 12 millions de tarifs, je vais comparer ça avec 3 ans de communication détaillée de 10 000 profils anonymisés, et puis on va regarder. Et puis peut-être, en fait, en plus, les 10 000, on va dire, on a des profils assez particuliers, on n'a pas de tarif qui fonctionne pour nous. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Ça n'est pas de se dire les entreprises ont plein de choses sur nous, c'est mal, c'est très inquiétant, etc. Ça l'est si moi je peux rien en faire. Si moi je ne suis pas équipé pour créer de la valeur pour moi à partir de ces données. Si moi je peux en faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tout est légitime du côté des entreprises, ça veut dire que le dialogue a complètement changé. Qu'on redevient quelque part, qu'on cesse d'être un gamin tout seul face à un grand machin qui sait tout et qui, de toute façon, voilà, c'est des professionnels, et qu'on est système d'information face à système d'information, qu'on est adulte. Et à partir de là, un adulte, ça peut aussi dire non. Alors qu'un enfant, ça ne peut pas très, très facilement, et ça n'ose pas.
Avant que Bruno réagisse, vous avez lancé un appel. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont venues vers vous? Oui, il y en a. Je ne peux pas les citer aujourd'hui parce qu'on est en train de. Est-ce que le processus. Oui, il y en a. On en cherche encore, notamment dans les transports, dans la distribution. Mais il y en a aujourd'hui Alors aujourd'hui, on explore. On est en train de regarder qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut marcher, comment ça marche. Et c'est une dimension éthique qui les attire? Non, non. Et je pense qu'elles auraient. Je ne les cherche pas sur une dimension éthique. Je pense que les entreprises comme les administrations ont besoin et auront besoin demain de savoir discuter avec des gens, avec des interlocuteurs adultes au même niveau d'information qu'elles, et que si elles ne le font pas, on va assister à un délitement de la confiance commerciale, relationnelle, etc. Et c'est déjà commencé, et donc elle court un risque majeur. Donc c'est pas du tout sur une question d'éthique, c'est sur une pure question de faire son métier, une question de business. Il faut le faire. Et c'est pas moi qui l'ai dit comme ça, c'est l'un des inventeurs de ce concept-là, Doc Searls, qui dit un client libre a probablement plus de valeur qu'un client captif, et il faut qu'on essaye d'aller chercher cette valeur. Oui, on voit bien les réactions justement avec la téléphonie et Free aujourd'hui. Absolument. Bruno? J'ai peu de choses à ajouter à ce que vient de dire Daniel. Je souscris totalement. Peut-être que moi je le formulerai un petit peu différemment. Je pense que c'est vrai, on est à un moment où il y a transformation du jeu des acteurs et transformation des modèles. Donc ça fait beaucoup de bouleversements à la fois. Donc transformation du jeu des acteurs, Daniel vient d'en parler, c'est en effet une question de respect, c'est une question de reconnaissance des différents protagonistes et de leur capacité à être intelligents et à dialoguer d'égal à égal. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est nécessaire et je ne vais pas m'étendre plus. Moi, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est du côté de la transformation des modèles, s'agissant de ce qu'on a appelé tout à l'heure une matière première, la donnée, finalement, où se trouve la garantie qu'on va pouvoir avancer intelligemment sur cette éditorialisation de la ville, c'est-à-dire sur la multiplication de ces dialogues. Et moi, j'ai l'intuition que ça va être sur quelque chose qui va être de l'ordre du partage de la valeur sociale. C'est-à-dire, il y a un partage de la valeur économique, mais dans les dialogues qui vont s'instaurer, c'est plutôt du partage de la valeur sociale. Si on revient sur cette thématique de cette émission sur la mobilité, c'est quand même fichtrement intéressant que l'information qui est issue de mon GPS, de mon téléphone, qui va me permettre une traçabilité, va être consolidée dans un ensemble d'informations qui vont permettre de manière prédictive de savoir qu'il va y avoir une congestion ici à un moment donné, retour à l'envoyeur d'une information, et on voit bien que le bénéfice individuel va se transformer dans un avantage collectif. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on aille chercher. C'est où se trouve le partage de la valeur sociale sur ces évolutions, puisque les promesses en matière de développement de la donnée et des intelligences sont très riches, et elles vont se réaliser, mais à condition que tout le monde joue le jeu. Parce que s'il n'y a pas un partage de la valeur sociale, ceux qui seront les plus gros contributeurs des données, à un moment, ils vont dire non, moi je ne joue pas le jeu. La société du partage, grand thème de Jérémy Rifkin que nous rencontrons pour le prochain rendez-vous du futur. Excellente transition. Il est fort. Hein. Il est très fort, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bref, merci beaucoup messieurs, cette émission est maintenant terminée. Néanmoins, nous allons quand même poursuivre un tout petit peu la discussion, et ce sera un petit bout de discussion qui sera diffusé, enregistré pour être diffusé exclusivement sur le site internet des Rendez-vous du Futur. Merci à nos invités du coup, merci à ceux qui ont rendu cette émission possible. Le Cube, JD Carré, Triple C, un air de chat. Merci à nos partenaires médias, nabu.com, Sun, Arte Créative et ecoloinfo.com. Merci à notre parrain, Joël Deronet. Nous vous donnons donc rendez-vous le 13 février prochain, merci Nils, tu m'as grillé ma transition, pour découvrir un rendez-vous du futur exceptionnel qui sera hors les murs, qui ne sera pas en direct, mais qui sera avec un des acteurs essentiels de la pensée d'aujourd'hui, Jérémy Rifkin. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser toutes vos questions sur le site. À très bientôt.